Alors, quels sont les objectifs de ce webinaire aujourd'hui? Donc, c'est de savoir un peu, voilà, maîtriser les plateformes de recrutement en ligne pour optimiser ses recherches, savoir naviguer efficacement dessus, savoir créer un CV impactant grâce à des outils numériques qui sont accessibles, savoir envoyer des emails de candidature un peu, voilà, clairs, professionnels, percutants. Et tout au long de ce webinaire, on va voir comment aussi utiliser l'IA générative de façon, pertinente, et éthique dans sa recherche d'emploi. On va commencer par une brève, très brève introduction, puis se pencher sur comment chercher un emploi sur Internet, donc cibler les offres, comment préparer et envoyer sa candidature, et finir par des astuces pour savoir maîtriser son image en ligne et se préparer aux entretiens avec l'IA. On finira par un petit temps d'échange et de conclusion en fonction du temps qui nous reste, parce que ce webinaire doit normalement durer 1 heure. Alors, étant donné qu'on va parler d'IA aujourd'hui, je voulais vous faire une petite introduction, même si on va pas parler que de ça, je pense il y a des choses qui sont importantes à dire en préambule. Vu qu'on va voir comment s'approprier l'IA générative dans le cadre d'une recherche d'emploi, il faut que je vous précise en préambule que chez R2-3 Digits, on a développé un module qui permet de faire une introduction sur le sujet de l'IA, bah, soit à vos publics si vous êtes médiateur numérique, soit bah, pour vous-même, pour vous monter en compétence si vous êtes chercheur d'emploi et que vous vous demandez comment utiliser l'IA. Donc c'est un module qui est gratuit et qui a été conçu pour permettre de comprendre comment l'IA fonctionne, de repérer ses principales limites et d'explorer les usages concrets de l'IA au quotidien. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, s'entraîner à écrire un prompt. Vous allez le voir, savoir écrire un prompt, c'est très important dans les astuces qu'on va donner aujourd'hui de recherche d'emploi. Sur ce module, vous pouvez complètement, avec ce module, vous entraîner à écrire un prompt si jamais vous avez jamais utilisé l'IA. Je vais juste vous montrer rapidement, hop, à quoi ressemble un module sur un 2-3 digits et ce module-là en particulier, si jamais vous avez jamais utilisé la plateforme 1-2-3 digits ou les bons clics. Hop. Quelqu'un m'a demandé si j'envoie la présentation après. Normalement, oui, je vais vous l'envoyer à la fin de ce webinaire. Hop, j'admets les derniers participants. Donc voilà à quoi ressemble un peu très rapidement ce module sur un 2-3 digits et globalement à quoi ressemblent tous les modules sur un 2-3 digits. Euh, donc, c'est des modules qui sont très interactifs. Donc, vous avez toujours des parties voilà, de quiz, etc., d'interaction. Vous pouvez également suivre votre progression ici en haut à gauche, là 0% terminé parce que je n'ai pas suivi le module. Vous retrouvez voilà, tout type de contenu interactif. Donc, par exemple, ici, pour apprendre en fait, à savoir où l'IA est déjà utilisée dans notre quotidien. Et surtout, dans la partie comment utiliser l'IA, c'est là que vous apprenez à rédiger des prompts. Enfin, vous pouvez apprendre à rédiger des prompts dans cette partie-là. Hop, je vous montre vite fait ici. Donc là, ici, vous avez testé vous-même. On vous propose des prompts. Là, ce que l'IA peut vous proposer. Et ensuite, vous allez vous entraîner vous-même à rédiger des prompts. Donc voilà, c'est un module qui est très utile si vraiment vous n'avez jamais eu d'introduction à l'IA ou si vos publics n'ont jamais eu d'introduction à l'IA. Voilà, je vous invite à découvrir ce module-là qu'on a créé du coup cette année. Ensuite, hop, je vais quand même vous mettre le lien dans le chat du module si jamais vous souhaitez le découvrir par la suite. Alors, quelqu'un me dit qu'il a un retour désagréable de ma voix enfin, qu'il entend très mal ma voix. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Vous pouvez répondre oui ou non dans le chat, comme ça je sais. Normalement, vous devez bien m'entendre. J'ai un écho. Non, non, c'est OK. Bon, bah, je pense que si pour la plupart, c'est OK, c'est que ça vient de votre ordinateur et pas du mien. Donc, pour continuer, pour commencer, quelques bases. Qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence artificielle? C'est pas sur la slide, mais on va dire que moi, j'ai gardé la définition du Parlement européen, qui est que l'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Donc l'intelligence artificielle, vous le savez ou vous le savez pas, c'est pas un concept futuriste. Elle est déjà partout autour de nous. Quand par exemple Netflix ou Spotify ou n'importe quelle plateforme vous propose un film ou une musique, souvent c'est de l'IA. Ils ont calculé vos goûts et en fonction, vous approuvez ça et c'est de l'IA qui est derrière. Ou quand tout simplement, plus simplement, votre boîte mail vient filtrer des spams, ou quand votre banque détecte une opération suspecte, c'est encore de l'IA.
Autrement dit, l'IA, c'est pas une innovation réservée voilà, au laboratoire, elle fait déjà partie de notre quotidien. Mais ce qui change aujourd'hui pour nous, en tant que grand public, c'est l'arrivée de l'IA générative, qui est un type d'IA, parce qu'il y en a d'autres, mais qui est un type d'IA qui arrive dans nos mains, c'est-à-dire dans les mains du grand public. Hop, je, j'accepte les tout derniers participants. Une microseconde. Tout participant. Hop. Ok, c'est bon. Donc, comme aujourd'hui, on va davantage parler d'IA générative, hein, car c'est celle qui est entre nos mains et c'est celle qu'on utilise. euh, et je pense que c'est bien de connaître quelques limites techniques et enjeux éthiques de ce type d'IA. Donc, quand on parle d'IA générative, bien sûr, on parle de le plus connu, hein, donc ChatGPT, Claude, Copilot, etc. D'abord, il faut savoir que les données d'entraînement de ces IA sont parfois figées. Donc, en fonction des modèles d'IA que vous utilisez, encore une fois, ChatGPT ou que sais-je, certaines informations utilisées pour former les modèles d'IA n'est pas à jour. En fait, ce qui limite l'accès à des données récentes ou évolutives. Donc, parfois, vous allez poser une question à l'IA et en fait, elle va vous répondre, mais en fonction des données qu'elle a, qui datent de 2023. Donc, en fait, c'est pas forcément une réponse qui est probante, actuelle, parce que ces données s'entraînent sur des modèles de 2023 en fait. Ensuite, il existe un risque d'hallucination. Donc, l'IA peut complètement générer des contenus qui sont erronés ou approximatifs, malgré un langage, on va dire, fluide de l'IA. Donc, c'est toujours essentiel de vérifier les faits qu'on nous donne quand on pose une question à l'IA et qu'elle nous répond. Ensuite, et pourquoi ça en fait? Parce que les IA génératives comme ChatGPT ne comprennent pas le monde. Elles prédisent, on va dire, le mot ou la phrase suivante en se basant sur des modèles statistiques et sur les données avec lesquelles elles ont été entraînées. Elles n'ont pas de notion de vérité. Donc elles peuvent produire des réponses qui sont plausibles, mais en fait, dans les faits, complètement incorrectes. Par exemple, si vous demandez le résumé d'un événement récent qu'elles n'ont pas appris, parce qu'elles n'ont pas eu les données pour apprendre ça, elles peuvent inventer des détails pour compléter la réponse. Ensuite, il existe un risque concernant la qualité et le biais des données. Donc, on va dire la présence de biais algorithmiques peut renforcer les discriminations. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est parce que l'IA apprend à partir de données humaines existantes. Or, nous, en tant qu'humains, on produit déjà des stéréotypes, des formes d'inégalité, des formes d'erreur. Et donc, l'IA peut venir reproduire et amplifier ces biais-là. Par exemple, si elle est formée sur des textes où certains métiers sont majoritairement attribués à un genre, féminin, par exemple, eh ben, elle peut complètement refléter ces stéréotypes dans ses réponses. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, très important, il y a effectivement un gros impact écologique de l'IA. L'entraînement et le fonctionnement des modèles d'IA consomment beaucoup d'énergie et en l'occurrence, notamment beaucoup d'eau. Ensuite, au niveau du respect des données personnelles et de vie privée, il faut être vigilant avec ce qu'on partage sur ces outils. Donc, éviter de partager des éléments trop confidentiels, évidemment, à une IA. Donc, en résumé, l'IA est puissante, elle est accessible, générative, mais elle doit être utilisée quand même avec discernement et responsabilité, et surtout en étant conscient de ces limites-là techniques et éthiques que je viens de vous citer. Donc voilà, c'était la petite introduction, vu qu'on va parler d'IA, il me semblait important d'introduire par les limites de l'IA. Ce qu'on vous propose au tout début de ce webinaire, c'est un petit quiz brise-glace sur un outil qui s'appelle WooClap. Donc peut-être que vous connaissez. En fait, pour participer, c'est très très simple. Vous avez soit la possibilité de scanner sur votre téléphone, si vous l'avez sous la main, le QR code qui s'affiche à l'écran là. Ou soit vous pouvez tout simplement aller sur le site wooclap.com et vous avez un encart joindre un événement ou join an event, c'est ça en anglais pour vous. Et on vous demande d'inscrire un code, et ben, c'est le code qui s'affiche à l'écran qui est job25. Euh, donc voilà, je vous envoie directement le lien du WooClap dans le chat, comme ça vous l'avez. Et c'est peut-être plus simple. Je vous invite à participer pour cette petite question grise-glace. Peut-être que vous connaissez WooClap, c'est un outil utile pour rendre ce genre de webinaire interactif. Donc, vous pouvez répondre en direct à des questions et moi, je peux les faire s'afficher. Donc là, hop, je vais faire s'afficher la première question. Euh, hop, qui est, à votre avis, combien d'offres d'emploi sont numérisées aujourd'hui? Hop, donc on a les premières réponses. Super, merci beaucoup.
Merci à tous pour votre participation. Je vais poser quelques petites questions tout au long du webinaire sur Booklab. Donc voilà, n'hésitez pas à garder ça sous la main comme ça sera pratique. Donc on a une majorité de 80% et de 90%, j'ai l'impression, qui se dégagent dans les réponses. Euh, J'attends encore 20 secondes pour voir si d'autres personnes prennent en main l'outil. Mais je pense que c'est bon, qu'on a toutes les réponses. Eh bien, la bonne réponse, vous l'avez trouvée, c'est que plus de 90% des entreprises privilégient les sites d'offres d'emploi pour diffuser leurs annonces. Donc, aujourd'hui, la plupart des offres d'emploi pour cette petite introduction passent sur Internet. Les entreprises utilisent de plus en plus les sites spécialisés, les entreprises ou les structures, hein, les réseaux sociaux professionnels et même leur propre plateforme pour recruter. C'est devenu aujourd'hui voilà, un réflexe. On cherche une annonce, on postule directement en ligne et souvent en quelques clics. Donc, il existe bien sûr d'autres moyens pour trouver un travail, mais Internet reste voilà, le canal principal pour diffuser et trouver des offres d'emploi. Hop, donc je reviens à mon petit diaporama. Alors, quels sont maintenant les sites incontournables pour cibler sa recherche d'emploi? Donc, bien sûr, Jobat est le site de recrutement de référence en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Donc, c'est un site qui propose voilà, des milliers d'offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité et métiers, à tous les niveaux d'expérience. Bien sûr, il y a plein d'autres plateformes incontournables en Belgique, hein, rapidement, Stepstone, le Forum, Actiris Bruxelles, VDAB, etc. Donc là, vous les voyez sur la slide. Si vous avez d'autres plateformes à conseiller ou voilà, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, donc que ça servira aux autres participants aujourd'hui. Donc, à savoir que beaucoup de ces sites sont aussi disponibles en application mobile. Donc, vous pouvez chercher un emploi depuis votre smartphone si vous le souhaitez, ce qui peut être pratique pour utiliser un peu les temps creux de la journée pour scroller sur ces applis. Par exemple, si vous faites je sais pas, les transports dans la journée, d'avoir l'appli, c'est pratique pour repérer les annonces auxquelles vous voulez candidater une fois rentré chez vous. Et si jamais vous ne savez pas comment télécharger une application, vous pouvez consulter la plateforme 1, 2, 3 Digit qui propose du coup un petit module de formation encore une fois complètement gratuit parce que tout est gratuit sur 1, 2, 3 Digit, qui vous apprend à télécharger une application. Je vous mets juste dans le chat, voilà, au cas où ça peut vous être utile. Alors aujourd'hui, du coup, beaucoup de demandeurs d'emploi utilisent des outils d'IA dans leur parcours de recherche d'emploi, mais utiliser des outils ne veut pas forcément dire se sentir capable pleinement de les maîtriser. Euh, En fait, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de recherche d'emploi, c'est aujourd'hui un enjeu d'inclusion numérique parce que ça permet de faciliter la recherche d'emploi pour beaucoup quand on sait comment utiliser ces outils de l'IA, mais ça peut au contraire désavantager les personnes qui possèdent peu de compétences numériques et justement qui ne savent pas utiliser les outils de l'IA dans leur recherche d'emploi. Donc, dans ce contexte, comprendre ce que l'IA peut apporter et en maîtriser les usages, ça devient un enjeu important pour l'insertion professionnelle, tant pour les candidats que pour les médiateurs qui les accompagnent potentiellement, si jamais j'ai des médiateurs numériques aujourd'hui qui assistent à ce webinaire. Donc, l'un des apports les plus immédiats dans la recherche d'emploi de l'IA, c'est la simplification de certaines tâches qui peuvent être un peu chronophages, comme la recherche d'annonces. Donc des outils comme ChatGPT, j'ai cité voilà, Perplexity AI, oui, ou Claude, peuvent aider un candidat à dénicher d'abord les bons mots-clés lors de sa recherche d'offres d'emploi en ligne. En fait, venir décrire à l'IA un poste idéal, par exemple, ça permet au candidat d'identifier les bons mots-clés les plus efficaces pour affiner sa recherche. Hop, je, j'admets juste les tout derniers participants. Hop. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai donné un exemple. Je cherche un emploi dans le secteur associatif à Namur en lien avec la communication. Quels mots-clés devrais-je utiliser? Et donc, ça permet, enfin, l'IA va pouvoir venir proposer des termes alternatifs ou spécifiques en fait que le candidat n'aurait pas forcément envisagé. Et ça multiplie du coup ses chances de trouver des annonces pertinentes sur les plateformes d'emploi. L'IA peut également faire office d'outil d'orientation dans la recherche d'emploi. Donc, ça permet de découvrir des secteurs et des postes qui peuvent correspondre aux compétences et aux valeurs du candidat. Et ça peut pousser le candidat en fait, à envisager des emplois auxquels il aurait ou elle aurait pas pensé spontanément. Ça peut s'avérer utile surtout pour les personnes en situation de reconversion ou en questionnement professionnel. À titre d'exemple, un candidat peut demander à une IA générative, voici mes compétences, voici mes expériences. Donc là, bien sûr, il faut citer les compétences, il faut citer les expériences. Quel métier ou secteur pourrais-je envisager?
Et enfin, l'IA permet d'obtenir rapidement des informations, on va dire, détaillées sur une entreprise ou un secteur donné. À titre d'exemple, un candidat peut demander à une IA générative: «Parle-moi de telle entreprise», donc là j'ai mis entreprise, Belux Cleaning. «L'entreprise a-t-elle des valeurs particulières ou une mission sociale? Quels sont les principaux concurrents de cette entreprise en Belgique?» À noter que pour cette démarche-là précise, donc se renseigner, l'IA Perplexity, c'est la plus appropriée car, c'est un moteur de réponse qui est basé sur des sources en temps réel, contrairement, à d'autres outils d'IA qui ont, je l'ai dit en introduction, des données qui sont figées dans le temps. Donc si vous voulez des données à jour, sur voilà l'entreprise Belux Cleaning, moi je vous conseille vraiment d'utiliser l'IA Perplexity. Voilà. Ensuite, répondre à une offre d'emploi, bien sûr, c'est pas le seul moyen de trouver un emploi. On peut également consulter directement le site, des entreprises, qui ont souvent les entreprises ont souvent une page «Nous rejoindre» ou une page «Carrière». Hem, donc c'est des offres qui sont parfois plus récentes, plus détaillées et en fait qui sont pas forcément visibles tout de suite sur les plateformes généralistes de recherche d'emploi. Donc prenez l'habitude, de visiter régulièrement les sites des entreprises qui vous intéressent s'il y en a. Voilà, vous pouvez même créer une liste de favoris dans votre navigateur pour gagner du temps et si l'entreprise propose une newsletter ou des alertes emploi, abonnez-vous, activez-les, c'est toujours utile. Également, il y a la possibilité d'envoyer une candidature spontanée. Du coup, même sans une offre publiée, donc une candidature spontanée, c'est simplement envoyer son CV ou sa lettre de motivation à une entreprise qui vous intéresse, même si elle n'a pas publié d'offre. Et pourquoi faire ça? Parce que beaucoup d'entreprises recrutent sans toujours afficher leurs besoins et souvent elles gardent les CV un peu sous le coude pour des postes futurs. Un exemple de phrase d'accroche pour une candidature spontanée, ça peut être: «Bonjour, je me permets de vous envoyer ma candidature spontanée car votre entreprise, bip, m'inspire particulièrement pour, telle raison. Mon profil en» et là, insérez votre métier, vos compétences, «pourrait correspondre à vos besoins actuels ou futurs. Je reste à disposition», voilà. Ça mange pas de pain et c'est toujours potentiellement utile. Ensuite, on dit souvent que le réseau, c'est l'emploi. En fait, il y a beaucoup de postes qui sont pourvus grâce au réseau avant même d'être publiés. Alors, comment faire pour, activer le vôtre? Je vous invite à activer et mobiliser votre réseau professionnel. Donc vous pouvez, lister toutes les personnes que vous connaissez, hein, anciens collègues, professeurs, amis, famille, voisins, même les contacts indirects, on va dire, comptent et ne pas hésiter à leur dire que vous êtes en recherche d'emploi, hein. Pas besoin de leur demander un job directement, mais simplement leur faire savoir que vous êtes ouvert aux opportunités et LinkedIn est bien sûr un outil très puissant pour ça, hein. Donc n'hésitez pas à poster régulièrement votre recherche, partager des articles en lien avec votre secteur, demander à votre réseau de relayer votre CV. Voilà, une simple post comme «Je suis à la recherche d'un poste en», insérer le métier. Si vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas à me taguer, ça peut faire la différence. Et s'il y a des entreprises ou des structures, encore une fois, qui vous intéressent particulièrement, mon astuce, c'est toujours de suivre le responsable RH sur LinkedIn parce que c'est souvent lui ou elle qui va directement poster et relayer les offres d'emploi, de la structure. Donc n'hésitez pas à suivre le RH parce que vous pouvez suivre quelqu'un sur LinkedIn sans forcément l'ajouter. Donc comme ça, vous voyez ses posts sans qu'il ou elle soit dans votre réseau. Et une bonne astuce, c'est d'utiliser les filtres de recherche avancés quand vous cherchez des offres d'emploi. Donc là, vous pouvez renseigner la localisation, le type de contrat que vous cherchez, le niveau d'expérience, le secteur, et enregistrer ces recherches pour recevoir surtout des alertes automatiques par mail. Voilà pour cette première partie. Ensuite, pour la partie préparer sa candidature. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour préparer sa candidature? Bien sûr, les éléments nécessaires, c'est une adresse mail sérieuse, hein, donc elias.nomdefamille@gmail.com. Évitez bien sûr les adresses de type, superman89@hotmail et préférez, voilà, un format sobre avec votre prénom, votre nom, et si vous n'avez pas d'adresse email, comme ça sobre, créez-en une directement pour vos candidatures. Ensuite, un répondeur vocal, sérieux ou professionnel, hein. Quand un recruteur vous appelle, il doit tomber sur un message, clair et poli. Donc voilà, n'hésitez pas à enregistrer un répondeur du type, «Vous êtes bien sur le téléphone de machin, je suis pas disponible pour le moment, laissez-moi un message avec vos coordonnées», voilà. Quelque chose de sobre et engageant, et pas, voilà, pas de enfin quelque chose de sobre. Ensuite, un CV à jour, hem et si vous postulez en ligne, vérifiez que vos fichiers sont bien nommés. Juste petite parenthèse, mais CV-nom prénom-poste, pas CV final version 3, voilà, heu, petit conseil. Ensuite, forcément, une lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est votre chance de montrer que vous avez compris,
les enjeux du poste et de l'entreprise. Alors, quelles sont les règles d'or pour créer un CV? Un CV, c'est la première impression auprès d'un recruteur, hein. Donc il doit être, forcément clair, percutant, donner envie d'en savoir plus. Donc les règles d'or pour le réussir, c'est un titre clair et personnalisé. Heu, c'est encore mieux si vous pouvez mettre en avant, qui vous êtes professionnellement, c'est-à-dire chef de projet digital, tiré 5 ans d'expérience, développeur web. Le recruteur, en fait, doit comprendre en un coup d'œil qui vous êtes et ce que vous cherchez. Forcément des coordonnées, visibles, mettez votre numéro de téléphone, votre email professionnel, si possible, même un lien sur votre profil LinkedIn, voilà. Ensuite, des expériences et compétences, adaptées à l'offre. En fait, votre c'est un truc un élément important à comprendre, c'est que votre CV n'est pas figé. Pour chaque candidature, mettez en avant, en fait, les expériences et les compétences qui correspondent le plus au poste. Utilisez aussi les mots-clés de l'offre d'emploi car, beaucoup d'entreprises utilisent des logiciels pour trier les CV et ça, je vais y revenir là-dessus dans un instant parce que c'est très important. Hop, j'autorise les dernières personnes. Et ensuite, vous pouvez toujours mettre vos soft skills ou des hobbies. En fait, les recruteurs aiment voir ce qui vous rend un peu parfois unique. Donc, vous pouvez mettre des soft skills comme travail d'équipe, créativité, résolution des problèmes. Et un peu quelques hobbies, bien sûr, il ne faut pas que ça soit le cœur du CV, il faut que ça soit en tout petit, mais qui montrent vos qualités utiles pour le poste. Par exemple, si vous postulez en gestion de projet, vous pouvez dire, si c'est le cas, que vous avez déjà organisé des événements associatifs, ça peut être un plus. C'était pas un travail professionnel, mais ça montre qu'en fait, vous savez, organiser des projets, même si c'est dans le cadre d'un bénévolat. Et bien sûr, un CV, lisible, aéré et sans faute. Un CV surchargé ou illisible sera, mis de côté directement, donc utilisez des polices, classiques, comme Arial, Calibri, des tailles de police adaptées. Donc souvent, on est plutôt sur du 11-12 en police pour le corps et entre du 14 et du 16 pour les titres. Et n'hésitez pas à mettre aussi des interlignes pour aérer que le CV soit, voilà, aéré, lisible et surtout, bien sûr, pas de faute d'orthographe. Vous pouvez, vous relire ou utiliser des outils comme, Scribens ou Reverso qui sont des outils en ligne qui vous permettent de corriger vos fautes. Mais bon, si vous n'avez pas encore de CV, créer un CV de A à Z, ça peut être intimidant. Mais heureusement, il existe des outils qui sont gratuits et intuitifs pour vous aider, à créer un CV. Donc, en voici quelques-uns, adaptés à différents besoins que vous pouvez voir sur la slide. Donc vous avez Atco qui est, un outil, un peu innovant qui utilise la dictée vocale et l'IA pour vous aider à rédiger les descriptifs de vos missions. Donc c'est idéal si vous avez du mal à formuler vos expériences ou si vous voulez gagner du temps. Vous avez CV Designer qui est un assistant IA qui vous guide pour créer un CV sur mesure et l'associer directement à une offre d'emploi. Donc en fait, l'outil va venir analyser l'offre et vous suggérer des mots-clés à inclure dans votre CV. Ensuite, vous avez Click and Job qui est très simple d'utilisation, qui permet de personnaliser les couleurs, le contenu, la mise en page, vraiment en quelques clics. Donc c'est parfait pour, ceux qui veulent un CV, visuel et moderne, mais sans y passer des heures. Vous avez, également Canva que j'ai pas cité, qui permet de faire des modèles de CV aussi très jolis, très créatifs, vraiment c'est assez intuitif, donc c'est très facile. Mais il existe un petit risque à utiliser Canva et à faire des CV un peu trop créatifs, donc je vais y revenir dans un instant. Mais en tout cas, quel que soit l'outil que vous choisissez, n'oubliez pas de personnaliser, le résultat. Un CV qui est généré automatiquement doit toujours, en tout cas, être, relu, adapté, enrichi avec votre touche personnelle. Oui, normalement, les outils que j'ai indiqués sont gratuits, pour répondre à la question dans le chat. Je vous mets le Bien sûr, certains de ces outils ont des fonctionnalités un peu plus avancées payantes, mais il me semble que la base de ces outils sont gratuits. Je vous mets le lien de ces 4 outils dans le chat, comme ça vous les avez et vous pouvez les garder sous la main. Hop! Ensuite, je vous propose, une autre question sur vos claps. Donc la question est: combien d'entre vous personnalisent leur CV à chaque offre d'emploi? Donc hop, je vais la faire s'afficher. Hop, normalement maintenant vous devriez la voir s'afficher.
Voilà, répondez en toute honnêteté, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est pour qu'on puisse échanger sur l'importance d'adapter son CV aux candidatures. Les réponses, de toute façon, sont complètement anonymes, hein, voilà, donc voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Ok, on a une petite minorité de je personnalise jamais mon CV. Quatre personnes qui répondent je personnalise mon CV rarement. Une bonne partie qui personnalise occasionnellement. Et une majorité, ok, qui personnalise à chaque candidature. Ok, bah top. Merci pour vos réponses. J'ai une. Ok, on a vraiment une majorité qui personnalise à chaque fois. Bah, c'est un très bon réflexe et on va revenir juste après pour expliciter pourquoi c'est un bon réflexe. Mais j'ai une deuxième petite question à vous poser, qui est, savez-vous que beaucoup d'entreprises utilisent l'IA pour trier les candidatures enfin voilà, ouais, reçues en fait. Je vous remets le lien du Book Lab dans le chat si jamais vous l'avez pas encore. Là, voilà, répondez selon ce que vous pensez jusque-là. C'est intéressant pour voir un peu le niveau d'information sur les méthodes de recrutement actuelles. Donc, il y a quelques personnes qui répondent non, je n'étais pas au courant. Oui, mais je ne sais pas vraiment quelles en sont les implications pour une bonne partie. Et oui, je comprends que cela peut influencer mes chances de candidature pour quasiment, enfin oui, une petite majorité. Donc c'est intéressant. Donc là, les réponses sont plus réparties. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un élément voilà, pour lequel on a moins de renseignements. Hop. Moi, j'ai trouvé une statistique qui dit qu'environ 30% des employeurs belges envisagent ou utilisent déjà l'IA pour automatiser le tri des CV. Mais je pense que c'est une statistique qui est sous-estimée. En fait, ça veut dire qu'avant même qu'un recruteur humain regarde votre candidature, un logiciel peut décider si votre CV passe à l'étape suivante ou non. Et moi, enfin, c'est une tendance, en tout cas, ça c'est sûr, c'est parce que je pense qu'il fait que d'augmenter. De plus en plus d'entreprises s'équipent des outils d'IA pour gagner du temps et surtout pour gérer un grand nombre de candidatures qu'ils reçoivent euh, et repérer rapidement les profils qui correspondent le mieux au poste. Mais vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça dans un instant pour comprendre comment ça fonctionne et comment mettre toutes les chances de votre côté. Hop, donc merci à tous pour vos réponses. Alors, d'abord, on va voir comment optimiser son CV avec l'IA générative, un peu plus en détail. Enfin, sachez qu'il est possible de demander une analyse comparative entre l'offre d'emploi que vous avez repérée et le CV afin d'identifier un peu les éléments à mettre en avant sur votre CV quand vous le personnalisez. Donc, vous pouvez totalement demander à l'IA, à une IA générative, compare mon CV avec cette offre d'emploi. Quelles compétences acquises au cours de mes expériences passées devrais-je davantage valoriser au regard de cette offre précise en fait, à laquelle je candidate? Donc ça, c'est très intéressant à demander à l'IA. Et du coup, pour encore plus de précision, le candidat peut formuler une consigne à l'IA, d'effectuer une évolution de ses forces et de ses faiblesses, des forces et des faiblesses de son CV, pardon, pour améliorer sa candidature. Donc, notamment une matrice qu'on appelle SWOT, de l'anglais strengths, donc force, weaknesses, faiblesses, opportunities, opportunités, et threats, menaces, qui permet d'identifier voilà, les forces et faiblesses, les opportunités et les risques. Et voilà, c'est un modèle un peu intéressant à suivre pour ce genre d'évaluation de votre CV par l'IA. J'ai une question qui dit, pourra-t-on recevoir les slides au terme du webinaire? Donc oui, normalement, je vais vous envoyer le support à la fin de ce webinaire. Hop, eh bien, là, je mets par contre un gros warning, hein. Je pense que c'est important de mettre un warning comme ça. Vraiment, j'insiste, attention à pas considérer l'IA enfin, attention à considérer l'IA comme un assistant, mais ne pas utiliser ce qu'elle génère exactement comme tel. En fait, une lettre ou un CV trop, trop, trop générique, voilà, donc généré sans aucune personnalisation par la suite, ça peut être immédiatement disqualifié. Les textes, en fait, entièrement écrits par IA, donc sans nuance, sans émotion, sont parfois faciles à repérer et parfois du coup écartés par les recruteurs. En fait, les apports de l'IA, ils existent, c'est certain.
ça représente un point de départ dans le sens où l'IA peut venir fournir en fait une structure de base impersonnelle, voilà, d'une lettre de motivation, d'un CV, mais c'est quand même au candidat d'y mettre sa touche personnelle, donc ses valeurs personnelles, en adéquation avec le poste par exemple. Donc c'est vraiment important de relire et d'ajuster ce que l'IA vous propose pour que le produit fini vous représente quand même à la fin, quoi. Et à la fin, comme c'est écrit sur le slide, c'est vous qui restez responsable du résultat. Et j'ai dit tout à l'heure en début de webinaire que l'IA peut halluciner. Donc si elle a décidé de raconter n'importe quoi dans votre lettre de motivation et que vous l'avez envoyée sans relire au recruteur et que là vous passez un entretien et qu'on vous questionne sur cette lettre, voilà, c'est pas top. Donc personnalisez, restez honnête et vérifiez toujours et assumez, et parce que c'est vous qui allez assumer à la fin. Alors, pour revenir sur ces tris des CV par l'IA, peut-être que vous avez déjà entendu parler des ATS, du coup, ces fameux robots qui trient les CV avant même qu'un humain ne les voie. Mais c'est quoi exactement un ATS? Que c'est ça le terme en fait. ATS, ça veut dire Applicant Tracking System, ou en français, système de suivi des candidatures. Donc c'est un logiciel c'est des logiciels qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises pour gérer les candidatures qu'ils reçoivent. Et leur rôle, c'est d'automatiser le tri des CV en fonction des mots-clés et des compétences et des critères définis par le recruteur. Alors pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est important pour les personnes en recherche d'emploi? Parce que si votre CV n'est pas optimisé pour ces logiciels, ils risquent d'être écartés avant même, voilà, qu'un recruteur humain ne les lise. Alors, comment faire pour passer ce premier filtre des ATS? Ce qui est important, d'abord, c'est de privilégier un CV qui est chronologique, car il présente, on va dire qu'il présente vos expériences professionnelles, voilà, de la plus récente à la plus ancienne. En fait, ça a une structure qui est du coup linéaire et qui est simple à analyser pour les ATS, euh, avec les dates, les employeurs, la description du poste occupé. À l'inverse, les CV qui sont faits par compétences, ce qui est plus rare, hein, mais ce qui peut être fait par certaines personnes, ou qu'on appelle aussi les CV fonctionnels, qui mettent en avant plutôt des compétences que l'historique des postes occupés, ça fonctionne pas. Les ATS les moins avancés, en fait, les logiciels ATS les moins avancés, peinent à associer les compétences aux expériences, et du coup, l'absence de chronologie claire dans vos expériences peut entraîner des erreurs d'interprétation par les logiciels, et voilà, les logiciels ne peuvent ne pas arriver à lire votre CV et donc les écarter, quoi. Alors, c'est quoi les principales astuces pour que vos CV passent les frontières de ces ATS-là? Donc, c'est voilà, de structurer votre CV de façon claire et simple. Donc, l'ATS doit pouvoir lire facilement vos informations, avec voilà, des titres vraiment explicites, expérience, compétences, formation. C'est surtout d'utiliser des mots-clés stratégiques. En fait, il faut un peu repérer les mots-clés de l'offre d'emploi et les reprendre et les placer dans votre CV. Comme ça, voilà, les logiciels les repèrent et vous cataloguent dans les bons CV, disons. Ensuite, d'optimiser le contenu. N'hésitez pas à mentionner vos compétences techniques, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos soft skills pertinentes. Et de soigner la mise en forme. Donc des phrases courtes, factuelles, des titres explicites, ça je l'ai dit. Et j'ai vu que quelqu'un dans les commentaires disait les applications comme Canva ne prennent pas en compte ces logiciels. C'est vrai, donc en fait les CV un peu trop créatifs, un peu trop bariolés comme Canva, les CV faits avec Canva ne peuvent ne pas être lus par les logiciels ATS. Donc, donc voilà. Donc il faut toujours inclure les intitulés de poste standard, l'intitulé de poste que vous trouvez sur l'offre d'emploi. Évitez surtout d'utiliser des acronymes non expliqués dans votre CV. Euh, et donc voilà, les CV trop graphiques, hein, donc avec des colonnes complexes, des tableaux, des images, voilà, risquent, eux, d'être rejetés par les logiciels ATS. Alors là, je vous ai mis un exemple de deux CV qui risquent d'avoir du mal à être lus complètement par les logiciels ATS. Pourquoi? Alors, le premier CV, vous le voyez, il utilise en fait des barres de niveau pour montrer le degré de compétence acquis. Mais comme c'est une image, le logiciel peut ne pas lire l'information. Enfin, il va pas la lire en fait. Le deuxième CV, lui, il illustre les logiciels maîtrisés par le candidat avec les logos des programmes, du coup des images, au lieu de les écrire en toutes lettres. Au lieu d'écrire Photoshop, on a une image, voilà Photoshop. Et donc pareil, l'ATS ne comprend pas ces images. Et c'est pour ça qu'il faut rester prudent quand on crée un CV un peu trop visuel sur Canva ou sur d'autres outils similaires. Parfois, aller au plus simple, c'est le mieux.
Et en fait, en pratique, certaines personnes, ce que moi je trouve très intelligent, adoptent une stratégie où elles créent en fait deux versions de leur CV. Donc je sais que ça complique un peu le travail, mais ça peut être très utile. En fait, une première version, une belle version avec des beaux couleurs, du design, des visuels. Et ça, c'est la version qu'on envoie directement au responsable de recrutement ou à quelqu'un qui lira le CV de manière humaine. Par exemple, je sais pas, si vous envoyez votre CV sur LinkedIn, vous pouvez envoyer ce beau CV-là, parce que c'est forcément un être humain, si vous envoyez sur LinkedIn par message à quelqu'un qui va le lire. Donc là, vous pouvez faire un beau CV très mis en forme. Et mais du coup, créer une deuxième version compatible ATS, donc très neutre, sans image, sans graphique. Et là, à quel moment vous utilisez ce CV-là plus neutre? Bah, sur les portails d'emploi ou sur les pages carrière d'entreprise, parce que là, le CV risque de passer par un logiciel. Et donc, de cette façon, vous maximisez les chances d'être lu, que votre CV soit lu, que ce soit par un humain ou que ce soit par un logiciel. Voilà, on va passer à la partie suivante qui se penche sur les lettres de motivation. Hop, hop. Alors, la lettre de motivation, c'est votre chance de montrer au recruteur que vous n'êtes pas juste un CV, hein, parmi d'autres, mais que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Alors, comment on rédige une lettre de motivation pour qu'elle fasse la différence? La structure, donc je vais essayer de vous présenter la structure un peu gagnante de la lettre de motivation. Donc les bases à pas oublier d'abord, c'est vos coordonnées, hein, vos coordonnées, celles de l'entreprise, en haut à droite, la date et le lieu, un objet très clair, candidature au poste de, insérer le poste, chargé de mission, blablabla, une formule d'appel personnalisée, madame Dupont, monsieur, si vous connaissez pas le nom du recruteur, évitez le acquis de droit, qui est un peu trop impersonnel. Et ensuite, le cours de la lettre, souvent, on dit qu'il doit se diviser en 3 paragraphes percutants. Le premier, c'est pourquoi cette entreprise? Donc, vous montrez que vous la connaissez. Par exemple, si vous avez fait des recherches, vous montrez un projet, vous mentionnez un projet récent de cette entreprise, ses valeurs, ce qui vous attire un peu dans son secteur. Par exemple, votre engagement pour l'innovation durable, illustré par votre dernier projet, insérez le projet, m'a particulièrement inspiré. Donc voilà, vous connaissez l'entreprise, vous appréciez. Et ensuite, pourquoi vous? Et là, vous expliquez en quoi votre profil correspond au poste. Et là, donc, vous reliez vos compétences et expériences aux besoins de l'entreprise, slash la structure, slash la commune à laquelle vous postulez. Donc là, vous pouvez illustrer, et c'est, enfin voilà, pas vous pouvez, vous devez illustrer par des exemples concrets. Donc, mon expérience en gestion d'équipe chez telle structure m'a permis de développer des compétences en insérer les compétences essentielles pour ce poste. Ce que vous pouvez apporter, et en fait, pardon, et le dernier paragraphe, c'est ce que vous pouvez apporter. Donc, terminer en expliquant ce que la collaboration apportera à la structure à laquelle vous postulez. Par exemple, je suis convaincue que mon expertise pourrait contribuer à l'objectif de, et là, vous citez l'objectif de l'entreprise. Toujours une phrase de conclusion, une phrase d'ouverture qui essaye d'amener vers un entretien, suivi d'une formule de politesse sobre, hein, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous sur ma candidature. Dans l'attente de votre retour, je reste à disposition pour toute information complémentaire, cordialement, voilà. Les détails qui font la différence, c'est de vraiment enregistrer votre lettre en PDF. Le PDF, c'est voilà, c'est le meilleur format plutôt que d'envoyer en Word, avec un nom de fichier clair. Donc, lettre de motivation, tiré, votre prénom, votre nom, tiré, l'intitulé exact du poste, hein, donc charge de mission de communication, nom de l'entreprise, point PDF. Et de toujours vérifier l'orthographe avec des outils, du coup, qui existent comme Scribens ou Reverso. Et n'hésitez pas aussi à relire votre lettre de motivation à voix haute. Ça, c'est un petit conseil un peu niche, mais en fait, ça permet de repérer les phrases qui sont trop longues ou maladroites. Du coup, les phrases qui sont un peu désagréables quand on lit le CV, quand c'est trop long, voilà, on lâche le truc. Donc voilà, une lettre de motivation, petite métaphore, c'est comme une poignée de main, donc ça doit être ferme, chaleureux et mémorable. Alors, évidemment, il existe des outils pour générer ou éditer votre lettre de motivation. Donc sur CV Design Air, donc ça s'appelle CV, mais ça permet aussi une édition personnalisée et une personnalisation un peu intuitive des lettres de motivation. Vous avez CV Créa qui permet une génération via IA. On vous collez l'offre d'emploi et ça vous donne une bonne base pour votre lettre, même si bien sûr vous devez la retravailler après, comme je l'ai déjà mentionné. Et vous avez évidemment ChatGPT.
Donc évidemment, qui peut vous générer, j'ai limite ChatGPT, mais il y a plein d'autres outils d'IA qui existent, hein, Mistral, Claude, etc. Donc ChatGPT peut vous générer une lettre de motivation personnalisée en fonction des informations que vous lui donnez. Donc vous pouvez tout à fait sur ChatGPT uploader, donc télécharger votre CV et l'offre directement dans le chat et lui dire d'écrire la lettre en fonction. Mais bien sûr, relisez toujours car ChatGPT peut venir gonfler vos compétences, etc. Je vais vous mettre dans le chat les liens des trois outils, comme ça vous l'avez. Quelqu'un dans le chat dit votre date de naissance n'est pas à mettre pour éviter la discrimination par l'âge. Effectivement, vous n'êtes pas du tout tenu de mettre votre date de naissance ni sur un CV ni sur une lettre de motivation. Voilà, ça c'est vraiment annexe. Hop, vous n'hésitez pas à vous saisir de ces outils. Alors, quelqu'un pose la question sur est-ce que vous mettez votre photo sur votre CV? En fait, sur le CV que vous allez envoyer à un recruteur humain, moi je vous conseille oui de mettre votre photo. Enfin, les recruteurs sont souvent curieux de savoir à quoi on ressemble et apprécient ça. Sur un CV envoyé à un ATS, pas forcément, parce que comme je vous ai dit, l'ATS ne va pas lire les images, donc votre photo, voilà, moins d'intérêt. Alors, ensuite, passons à l'envoi de votre candidature par email, ce qui peut sembler simple en fait, mais qui mérite quand même quelques points d'attention. D'abord, pareil, l'objet du mail doit toujours être clair et précis. Votre candidature a nom du poste, prénom et nom. Ensuite, vous commencez toujours forcément par une formule d'appel avec une petite introduction. Pas besoin de faire long, juste quelques phrases pour vous présenter et annoncer le poste auquel vous postulez. Dans le corps de l'email, vous pouvez faire une petite synthèse de votre lettre de motivation pour que le recruteur ait l'essentiel sous les yeux. Bien sûr, on n'écrit pas trois paragraphes dans l'email. Et bien sûr, n'oubliez pas de joindre votre CV et votre lettre de motivation, toujours au format PDF, idéalement séparés, donc pas la lettre de motivation et le CV dans le même PDF, hein, un PDF CV, un PDF lettre de motivation. Et terminer voilà, par une formule de politesse et vos coordonnées complètes. Donc vérifiez toujours que le PDF est correctement nommé, relisez le texte pour éviter toute faute. Et si vous respectez ces points, votre candidature sera tout de suite plus pro et plus agréable à lire pour le recruteur. Donc, je vous ai dit depuis tout à l'heure que vous pouvez utiliser des correcteurs orthographiques, mais je ne vous ai pas mis dans le chat, donc je vais vous mettre tout de suite le lien de Scribens, qui est un correcteur orthographique que personnellement, moi, j'utilise. Hop. Euh, Quelqu'un a posé, est-ce qu'il est primordial de mettre les dates et expériences les dates des expériences professionnelles précédentes ou le nombre d'années suffit? Moi, là, je trouve qu'il y ait de règle absolue là-dessus. Personnellement, je mets seulement le nombre d'années. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Alors, passons à la dernière partie. On va parler de e-réputation et de se préparer et de la préparation aux entretiens. Hop. Alors, je vous propose encore une petite question ou clap. C'est quasiment la dernière. Qui est, est-ce que pour vous, la réputation dépend uniquement de ce que vous publiez sur Internet, du coup? Hop, il faut que je parte de ça pour vous l'afficher. Normalement, vous devriez voir la question s'afficher qui est, est-ce que la e-réputation dépend uniquement de ce que vous publiez? C'est un vrai ou faux assez classique. Ok. Donc c'est assez, enfin c'est divisé. On a une majorité de faux. On a quand même, enfin on a 7 personnes qui indiquent que c'est vrai. Euh, Donc la réponse, c'est que c'est partiellement faux, parce que d'autres personnes peuvent publier du contenu vous concernant et tout n'est pas sous votre contrôle. Donc ça a des conséquences concrètes en fait. Les recruteurs peuvent vous googliser, vous chercher sur Google ou sur leur moteur de recherche, enfin googliser votre nom pour en savoir un peu plus sur vous. Et si l'image qui ressort de vous est pas bonne, ça peut forcément nuire à votre candidature, même si votre CV et votre lettre sont parfaits. Donc il suffit pas de soigner ce que vous publiez, il faut être aussi conscient de ce qui circule autour enfin sur vous sur Internet. C'est pas forcément ce que vous avez publié. Passons à la dernière question de ce webinaire qui est, pour vous, que signifie maîtriser son image en ligne? Donc là, vous pouvez sélectionner, il me semble, plusieurs réponses à la question.
Est-ce que vous voyez bien la question s'afficher? Ouais, c'est bon. Alors, on a maîtriser son image en ligne, c'est mettre en avant ses compétences et ses réalisations professionnelles. On a contrôlé ce que les recruteurs ou collègues voient de vous sur Internet. Bah, on vient de le voir avec la première question, donc c'est évident. Et savoir que ces likes et ces partages racontent aussi une histoire sur vous. Et éviter de partager des contenus polémiques en mode public, quand vous n'avez pas fait les réglages de confidentialité et que tout le monde peut voir ce que vous publiez. Donc là, on a une diversité des réponses où tout est un peu sélectionné. Et effectivement, c'était vrai, maîtriser son image en ligne, c'est contrôler ce que les autres voient de vous sur Internet, mais ça ne concerne pas ce que vous publiez, seulement ce que vous publiez vous-même, mais aussi les informations, photos et commentaires, articles qui parlent de vous par ailleurs. En d'autres termes, voilà, soignez votre présence numérique. Il faut soigner sa présence numérique pour qu'elle reflète une image professionnelle ou cohérente avec vos projets quand les recruteurs vous cherchent sur Google, mais aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Alors, hop, je vous réaffiche le diapo. Donc, pour gérer sa e-réputation, vous avez quelques petits réflexes clés. D'abord, de paramétrer ses comptes. Donc, comme je l'ai dit, vérifiez que vous avez bien fait les réglages de confidentialité sur vos réseaux sociaux pour contrôler qui voit vos publications. Moi, par exemple, je paramètre toujours en mettant amis uniquement. Donc, il n'y a que les gens qui sont amis avec moi sur les réseaux sociaux qui peuvent voir ce que je vois et pas n'importe qui. Utilisez des alias si vous souhaitez séparer votre vie professionnelle et vie personnelle. Donc voilà, si vous vous appelez Flore Ducrot, je sais pas, euh, vous pouvez tout à fait vous inventer un faux nom et prénom sur les réseaux sociaux que seuls vos amis connaissent. Comme ça, quand on cherche votre nom et prénom et qu'on est un recruteur, on tombe pas sur vous. Veillez à ce que vous dites et qui vous suivez sur les réseaux. Voilà, soyez attentifs au contenu et que vous partagez, mais aussi aux pages, aux groupes que vous suivez, parce que pareil, ça peut se voir. Bien sûr, respectez les autres, hein, ce que vous publiez peut avoir un impact sur votre image. Alors, essayez, si vous pouvez, de rester courtois et professionnel en ligne. Bien sûr, de créer des mots de passe sécurisés pour protéger vos comptes contre le piratage. Et n'hésitez pas à vous chercher sur les moteurs de recherche régulièrement. Cherchez votre nom sur Internet pour voir ce que les autres voient de vous, voir les photos qui ressortent de vous sur Google. Et n'hésitez pas à vous mettre en avant sur les réseaux professionnels comme LinkedIn, voilà, qui est un excellent outil pour montrer vos compétences et votre parcours de manière un peu positive. Donc, en appliquant tous ces réflexes-là, vous contrôlez votre image et vous augmentez vos chances de laisser une bonne impression, que ce soit auprès d'un recruteur ou même dans votre vie professionnelle en général. Après cette parenthèse sur l'e-réputation, on va voir comment on peut se préparer à des entretiens professionnels avec l'IA pour finir. Alors, l'IA peut être aussi prise en main comme outil de préparation aux entretiens d'embauche, parce qu'en fait, elle peut venir simuler des questions et des réponses d'entretien d'embauche. Ça permet d'identifier un peu les questions clés du métier visé. Donc, un usage qui est vraiment très pratique, c'est la génération de questions types par poste ou par secteur. Donc, l'IA peut proposer une liste de questions pour s'entraîner. Donc, à titre d'exemple, j'ai mis le candidat peut venir donner ces prompts-là à l'IA. Donc, donne-moi 10 questions d'entretien typiques pour insérer le poste, un poste d'agent administratif. Ou alors génère une série de questions techniques et une série de questions non techniques que je serais susceptible de recevoir. Donc les questions techniques, c'est les questions spécifiquement sur le poste, et non techniques, il va vous générer des questions qui sont un peu classiques en entretien que vous pouvez entendre, de type quand est-ce que vous avez déjà rencontré une difficulté professionnelle et comment vous avez fait face à cette difficulté? Voilà, ce genre de questions. Comme ça, vous pouvez complètement vous entraîner en fait à répondre à ces questions-là, et c'est très très utile parce qu'un entretien réussi est un entretien qui est bien préparé. Au-delà des suggestions de questions susceptibles d'être posées en entretien, certains outils comme ChatGPT en mode vocal permettent un vrai échange oral de préparation. Donc, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour l'instant uniquement au travers d'un abonnement tarifé. Mais les outils d'IA, comme vous le savez, changent vite, évoluent très vite. Donc, c'est possible qu'à l'avenir, on puisse utiliser des outils d'IA en mode vocal de manière complètement gratuite. Donc, ça, il faut rester au courant de l'actualité de ces IA génératives-là. Donc, là, j'ai mis un exemple. J'ai un entretien pour un poste d'agent de propreté. Pose-moi 10 questions types et donne-moi un retour sur mes réponses. Voilà, demander un retour sur les réponses, ça peut être aussi très très utile. Donc voilà.
On arrive à presque à la fin de ce webinaire, il est 11h50.